Depuis la théorie hegelienne de l'œuvre d'art romantique, l'erreur subsiste selon laquelle les formes auraient affaire avec l'établissement préalable de formes prédominantes, ainsi qu'avec le caractère obligatoire des matériaux. L'extension des matériaux disponibles, qui se moque des anciennes frontières entre les genres artistiques, n'est que le résultat de l'émancipation historique du concept esthétique de forme. De l'extérieur, cet élargissement est très surestimé. Les refus que non seulement le coût, mais également le stade du matériau impose aux artistes le compensent. Il y a extrêmement peu de matériaux abstraitement disponibles qui puissent être utilisables concrètement, c'est-à-dire qui ne heurtent pas le stade de l'esprit. Le matériau n'est pas un matériau naturel, même s'il apparaît ainsi aux artistes. Il est au contraire totalement historique. Sa position prétendument souveraine est le résultat de l'effondrement de toute l'ontologie artistique, et ce déclin affecte également les matériaux. Ils ne dépendent pas moins des modifications de la technique que celle-ci ne dépend des matériaux qu'elle façonne au fur et à mesure. Il est évident, par exemple, que le compositeur qui opère avec un matériau tonal le reçoit de la tradition. Si pour critiquer ce dernier, il utilise un matériau autonome, totalement épuré de notions comme consonance et dissonance, accord parfait et diatonique, le nier est alors contenu dans la négation. De telles œuvres parlent en vertu des tabous qu'elles irradient. La fausseté, ou tout au moins le caractère de choc de tout accord parfait qu'elles s'autorisent, fait apparaître ce phénomène, et la monotonie qu'on se plaît à blâmer dans l'art radicalement moderne trouve ici sa cause objective. Le rigorisme de l'évolution la plus récente, qui dans le matériau émancipé et jusque dans les fibres les plus intimes du composé ou du pain, finit par éliminer les résidus de l'élément traditionnel et nier ne fait qu'obéir d'autant plus manifestement à la tendance historique dans l'illusion du pur donné du matériau sans qualité. La déqualification du matériau, perte en surface de son caractère historique, est elle-même sa tendance historique en tant que tendance de la raison subjective. Elle trouve ses limites en ce qu'elle abandonne dans le matériau ses déterminations historiques. Le concept de matériau. Il n'y a pas à écarter de manière apodictique du concept de matériau ce qui dans l'ancienne terminologie s'appelle la matière, et chez Hegel les sujets, tandis que le concept de matière concerne toujours l'art. Il est dans son immédiateté incontestablement en déclin, comme élément à extraire de la réalité extérieure et ensuite à élaborer depuis Kandinsky, Proust et Joyce. Parallèlement à la critique de l'élément hétérogène prédonné, à ce qui n'est pas esthétiquement assimilable. Le malaise s'accroît devant ce qu'on appelle les grands sujets auxquels Hegel comme Kierkegaard et récemment aussi de nombreux théoriciens et auteurs dramatiques marxistes accordent tant de poids. Que des œuvres puissent acquérir leur dignité en traitant de n'importe quel événement sublime, dont le sublime n'est le plus souvent que le fruit de l'idéologie, du respect de la puissance et de la grandeur, est démasqué depuis que Van Gogh peignit une chaise et quelques tournesols, de sorte que les tableaux grondent du déchaînement de toutes les émotions, dans l'expérience desquelles l'individu de son époque a enregistré pour la première fois la catastrophe historique. Après que cela soit devenu manifeste, il faudrait également montrer dans l'art plus ancien que même son authenticité dépend peu de l'importance fallacieuse ou même réelle de ces objets. Qu'est-ce que Delft pour Vermeer? Est-ce que, selon l'expression de Krauss, un évier bien peint n'a pas plus de valeur qu'un palais barbouillé? À partir d'une série isolée d'événements, s'édifie pour l'œil lucide un monde de perspectives, d'ambiance et d'émotions, et la poésie de concierge devient poésie de la concierge que seule peut condamner cette débilité officielle qui préfère un palais mal peint à un évier bien peint. L'esthétique hegelienne du contenu en tant qu'esthétique des sujets souligne dans un esprit identique à beaucoup de ses intentions et non dialectiquement l'objectivation de l'art par sa relation grossière avec les objets. Hegel a véritablement refusé l'entrée du moment mimétique dans l'esthétique. Dans l'idéalisme allemand, le fait de se tourner vers l'objet était constamment associé à l'esprit terre-à-terre. Cela apparaît d'une manière frappante dans les paragraphes du troisième livre du Monde comme volonté et comme représentation, consacrée à la peinture historique. L'éternité idéaliste se dévoile dans l'art comme kitsch. Celui qui s'en tient à des catégories inaliénables s'abandonne à lui. Brecht est resté insensible à cela. Dans le texte des 5 difficultés pour écrire la vérité, il déclare « Il n'est, par exemple, pas faux que les chaises possèdent une surface pour s'asseoir et que la pluie tombe du haut en bas. De nombreux poètes écrivent des vérités de ce type. Ils ressemblent aux peintres qui recouvrent la nature morte, les murs des bateaux en train de couler. Notre première difficulté n'existe pas pour eux, et pourtant ils ont bonne conscience. Non décontenancés par les puissants, non donc concertés non plus par les cris de celles qu'on violente, ils barbouillent leur toile.
L'absurdité de leur attitude provoque en eux-mêmes un profond pessimisme qu'ils vendent à bon prix et qui serait à vrai dire plus justifié pour d'autres face à ses maîtres et à ses ventes. Il n'en est même pas facile ici de se rendre compte, que leurs vérités sont des vérités sur les chaises ou la pluie. Elles résonnent habituellement tout autrement, comme des vérités sur des choses importantes. Car la réalisation artistique consiste bien précisément à conférer de l'importance à une chose. Ce n'est que par un coup d'œil précis qu'on s'aperçoit qu'elles disent seulement une chaise est une chaise, et personne ne peut empêcher que la pluie tombe d'en haut. C'est une plaisanterie. Elle provoque avec raison la conscience culturelle officielle qui a trouvé le moyen d'intégrer la chaise de Van Gogh comme pièce de mobilier. Si cependant l'on voulait en extraire une règle, elle ne serait que régressive. Intimider ne sert à rien. En réalité, la chaise peinte peut être quelque chose de très important, tant qu'on ne préfère pas dédaigner le terme ampoulé d'importance. Dans le comment de la manière de peindre peuvent se sédimenter des expériences incomparablement plus profondes et même socialement plus importantes que dans les portraits fidèles des généraux et des héros révolutionnaires. Dans un regard rétrospectif, tout ce qui ressort de cette catégorie se métamorphose en galerie des glaces de Versailles en 1871, même si les généraux immortalisés dans les poses historiques devaient diriger les armées rouges qui occupent des pays dans lesquels la révolution n'a pas eu lieu. Cette problématique de sujets qui tirent leur importance de la réalité vécue s'étend également aux intentions qui entrent dans les œuvres. Ces intentions aimeraient être quelque chose de spirituel pour soi. Introduite dans l'œuvre d'art, elle constitue un sujet, comme Meyer, le maire de Bâle. Ce que peut dire un artiste, et cela aussi Hegel le savait, il ne peut le dire que par l'action de la forme, et non pas en chargeant celle-ci de le dire. Parmi les sources d'erreurs concernant l'interprétation courante et la critique des œuvres d'art, la plus funeste est celle qui consiste à confondre l'intention, ce que, comme on le dit des deux côtés, l'artiste veut dire, avec le contenu. En réaction à cela, le contenu s'établit de plus en plus dans les zones laissées vacantes par les intentions subjectives des artistes, tandis que des œuvres dont l'intention prédomine, soit comme fabula docet, soit comme thèse philosophique, bloquent le contenu. Le fait qu'une œuvre d'art soit trop réfléchie n'est pas seulement de l'idéologie, mais tire au contraire sa vérité de ce qu'elle est trop peu réfléchie. Non réfléchie contre l'insistance de sa propre intention. Le processus philologique, qui s'imagine tenir fermement le contenu en même temps que l'intention, s'appuie de manière immanente sur le fait qu'il extrait tautologiquement des œuvres d'art, ce qu'on y avait introduit préalablement. La littérature critique, sur Thomas Mann, en donne l'exemple le plus terrifiant. Sans doute une tendance elle-même authentique de la littérature favorise-t-elle une telle pratique. Le fait que l'évidence naïve et son caractère d'illusion lui apparaissent cousus de fil blanc, qu'elle ne lie pas la réflexion et se trouve contrainte de renforcer la couche intentionnelle. On donne ainsi facilement aux considérations non intellectuelles un succès d'année confortable d'esprit. Il faut par une réflexion réitérée sur la chose elle-même, annexer aux œuvres d'art l'élément réflexif, comme cela se produisit dans les plus grandes réalisations modernes, au lieu de les tolérer comme sujet supplémentaire. Intention et sens. Cependant, l'intention des œuvres d'art est très peu leur contenu, ne serait-ce que parce qu'il n'est garanti à aucune intention, aussi proprement apprêtée soit-elle que l'œuvre la réalise. Seul un rigorisme obtus pourrait la disqualifier comme un moment. Les intentions ont leur place dans la dialectique entre le pôle mimétique des œuvres d'art et leur participation à l'Aufklärung, non seulement comme force subjectivement stimulante et organisatrice, qui disparaît ensuite dans l'œuvre, mais également dans l'objectivité de celle-ci. Le fait que la pure indifférence soit refusée à cette œuvre confère aux intentions autant de particulière indépendance qu'aux autres moments. Il faudrait déjà se placer au-delà de la complexion des œuvres importantes, pour l'amour du thema probandum, si l'on voulait nier que, bien que variant historiquement, leur importance est en rapport avec leur intention. Si dans l'œuvre d'art, le matériau est vraiment en résistance contre sa pure identité, le processus de cette identité est lui-même essentiellement dans les œuvres. Processus entre matériaux et intention. Sans celle-ci, structure immanente du principe d'identification, il n'y aurait pas plus de forme qu'il y en aurait sans les impulsions mimétiques. Le surplus d'intention révèle que l'objectivité des œuvres n'est pas purement réductible à la mimésis. Le véhicule objectif des intentions dans les œuvres, qui synthétisent les intentions particulières de chacune, c'est le sens, en dépit de toute problématique que celui-ci sous-tend, bien qu'il soit parfaitement évident que dans les œuvres d'art, il ne garde pas le dernier mot, son importance subsiste. Le sens de l'iphigénie de Goethe, c'est l'humanité. Si celle-ci n'était qu'implicite, pensée abstraitement par le sujet poétique,
Si elle était selon le mot de Hegel, et comme chez Schiller une sentence, elle serait effectivement indifférente pour l'œuvre. Mais étant donné qu'en vertu du langage, elle devient elle-même mimétique et s'extériorise dans l'élément non conceptuel sans lui sacrifier son caractère conceptuel, elle établit une fertile tension par rapport au contenu, au poétisé. Le sens d'un poème, comme Clair de lune de Verlaine, ne peut être tenu pour signifier. Il dépasse cependant l'incomparable tonalité musicale des vers. Ici, la sensualité est également intention, le bonheur et la tristesse qui accompagnent le sexus dès qu'il plonge en lui-même et nie l'esprit en tant qu'ascèse, constituent le contenu. Idée impeccablement représentée d'une sensualité éloignée du sens qui constitue le sens. Cette caractéristique centrale pour l'ensemble de l'art français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, même pour celui de Debussy, recèle le potentiel du modernisme radical. Les liens historiques ne manquent pas. Inversement, le fait de savoir si l'intention s'objectivise en poétisé constitue le point de départ, sinon également le but de la critique. Les lignes de rupture entre cette intention et ce qui est atteint, qui ne manque pas à une œuvre d'art contemporaine, ne sont guère moins les chiffres de son contenu que ce qui a été acquis. Mais une critique du niveau supérieur, critique de la vérité ou de la fausseté du contenu, devient fréquemment critique immanente par la connaissance des rapports entre l'intention et le poétisé, le peint et le composé. Elle n'échoue pas toujours dans la faiblesse d'une configuration subjective. La fausseté de l'intention fait obstacle au contenu de vérité objectif. Si ce qui doit être le contenu de vérité, faux en soi, l'exactitude immanente, est inhibée. Cette fausseté est habituellement médiatisée par la fausseté de l'intention, au niveau formel le plus haut. Le cas Wagner. La tradition de l'esthétique conforme dans une large mesure à l'art traditionnel consistait à définir la totalité de l'œuvre d'art comme cohérence du sens. L'action réciproque du tout et des parties doit recevoir une telle plénitude de sens que la substance de ce sens coïncide alors avec le contenu métaphysique. C'est parce que la cohérence du sens se constitua par la relation des moments et non pas de manière atomiste dans n'importe quelle donnée sensible qu'on doit pouvoir saisir en lui ce qu'avait raison, qu'on pourrait appeler l'esprit des œuvres d'art. Le fait que l'élément spirituel d'une œuvre soit autant que la configuration de ces moments ne fait pas que séduire, mais est vrai vis-à-vis de toute réification ou matérialisation grossière de l'esprit et du contenu des œuvres. Participe à ce sens immédiatement ou immédiatement tout ce qui apparaît sans que tout élément apparaisse doivent nécessairement posséder le même poids. La différenciation des poids fut l'un des moyens les plus efficaces pour l'articulation, par exemple, la distinction entre l'épisode thétique principal et les transitions et surtout entre l'essentiel et les accidents, si nécessaire soit-il. Ces différenciations furent dans l'art traditionnel et dans une large mesure dirigées par les schémas. La critique de ceux-ci les rend problématiques. L'art tend vers des formes de procédés dans lesquelles tout ce qui se passe est très proche du point moyen où tout élément accidentel suscite le soupçon d'un ornement superflu. C'est là une des plus considérables difficultés de l'articulation de l'art nouveau. L'autocritique irrésistible de l'art, la nécessité d'une structuration sans faille, semble simultanément aller dans un sens opposé et favoriser en tout art, comme condition de celui-ci, le moment chaotique qui le guette. La crise de la possibilité de différenciation engendre fréquemment, même dans des œuvres de très haut niveau formel, un élément indifférencié. Les tentatives de lutte contre ce phénomène sont presque toutes obligées, sans exception, bien que souvent d'une manière latente, d'emprunter au répertoire auquel elles s'opposent. Là aussi, la totale maîtrise du matériau et le mouvement vers le diffus convergent. La crise du sens. Le fait que les œuvres d'art, d'après la formule hautement paradoxale de Kant, soient sans fin, c'est-à-dire séparées de la réalité empirique, ne poursuivent aucun but utile pour la conservation de soi et pour la vie, empêche de qualifier le sens de but malgré son affinité pour la téléologie immanente. Mais il devient de plus en plus difficile aux œuvres d'art de se constituer en cohérence de sens. Elles finissent par répondre à cela par le refus de l'idée de cette cohérence. Plus l'émancipation du sujet démolit toutes les conceptions d'un ordre prédonné et donateur de sens, plus la notion de sens en tant que refuge de la théologie déclinante et pâlissante devient problématique. Dès avant Auschwitz, c'était mentir affirmativement vis-à-vis des expériences de l'histoire qu'attribuer un sens positif à l'existence. Les conséquences de cela se font sentir jusque dans la forme des œuvres d'art. Si elles n'ont plus rien en dehors d'elles-mêmes, à quoi s'accrocher sans idéologie? On ne peut pas, par aucun acte subjectif, établir ce qui leur manque. Ce manque fut supplanté par leur tendance à la subjectivisation, et celle-ci n'est pas un accident de l'histoire de l'esprit, mais est conforme au stade de la vérité.
La réflexion critique de soi inhérente à toute œuvre d'art aiguise son intolérance à l'égard de tous les moments en elle qui renforcent traditionnellement le sens, mais ainsi s'accroît également son intolérance envers le sens immanent des œuvres et leurs catégories qui fondent le sens, car le sens dans lequel l'œuvre se synthétise ne peut alors être quelque chose qui lui incombe d'élaborer, il ne peut être sa substance, tandis que la totalité de l'œuvre présente ce sens et le produit esthétiquement, elle le reproduit. Il n'est légitime en elle que dans la mesure où il est objectivement plus que son sens propre. En épuisant impitoyablement toutes les possibilités d'une cohérence de sens, les œuvres d'art se font tort à elles-mêmes, en même temps qu'elles portent préjudice au sens. Le travail inconscient du génie artistique dans l'élaboration du sens de l'œuvre comme élément substantiel et fondamental supprime le sens. La production avant-gardiste des dernières décennies a pris conscience de cet état de choses, en a fait sa thématique et l'a transposé dans la structure des œuvres. Il est facile de convaincre le néo-dadaïsme de manque de référence politique et de le rejeter comme absurde et sans fin dans les deux sens du mot. Ce faisant, on oublie que ces produits manifestent ce qu'il advient du sens sans égard pour eux-mêmes en tant qu'œuvre d'art.